Dans un premier temps, ce que l'on va voir, c'est les allègements fiscaux. Donc, les allègements fiscaux, eux, vont concerner donc certaines entreprises. Vous avez les entreprises innovantes, bien sûr, qui auront, elles, quelques principes d'imposition un petit peu plus souples que les entreprises normales, classiques. Les entreprises qui sont implantées donc, dans des zones bien particulières, encore une fois, on fera la revue de ces zones et quels sont les avantages liés. Et vous avez donc les jeunes entreprises et même les entreprises étudiants, on appelle ça comme ça, tout simplement parce que, encore une fois, vous verrez quelles sont les conditions pour remplir tout ça. Mais il s'agit donc simplement, en fait, lorsqu'il y a au moins 10% d'étudiants ou de diplômés récemment, donc moins de 5 ans, qui peuvent donc avoir ce statut d'entreprise. Alors, pour les entreprises nouvelles, donc quelles sont les entreprises qui sont concernées? Alors effectivement, ce sera donc les entreprises qui sont, elles, qui ont donc un régime d'imposition. Donc sans ça, on ne pourra pas avoir donc de bénéfices par rapport à ces entreprises, donc bien avoir un régime d'imposition. Il faut qu'elles soient indépendantes, donc quand on dit indépendante, c'est simplement que il faut qu'elles soient détenues par au moins 50% par des personnes physiques. Et concernant l'activité de ces entreprises-là, il faut qu'elles soient donc commerciales, industrielles, mais tout ce qui est donc sur des activités immobilières ou financières, celles-ci, en fait, ces entreprises, même si elles sont jeunes, ne pourront pas bénéficier donc de ce régime-là. Quels sont les bénéfices qui sont liés à ces entreprises nouvelles? En fait, ça va être principalement lié à leur impôt. Donc ce que l'État fait, c'est que y a un allègement d'impôts en fait sur les 5 premières années, dont les 2 premières années en fait ont une déduction totale donc des impôts sur les bénéfices. Donc ça permet tout simplement de lancer l'entreprise, de lui permettre de générer d'ores et déjà des bénéfices si c'est le cas, pour qu'elle construise bien son socle de solidité financière et ne pas donc tout simplement dès les premières années être abattue par certains impôts. Donc ça, c'est donc tout simplement une souplesse, une souplesse fiscale. Donc comment ça se calcule? Les 2 premières années, donc comme je vous disais, il y a une déduction totale donc de cet impôt à payer sur les bénéfices. Et ensuite, donc les 3 années suivantes, là on sera donc sur une déduction plutôt partielle. Donc la 3e année, on aura 75% de réduction. La 4e année, 50% de réduction. Et la 5e et dernière année, on aura donc 25% de réduction pour tout simplement avoir en 6e année, être considéré comme une entreprise totalement normale et ne plus avoir donc ces allègements au niveau des impôts. Encore une fois, le plafond d'exonération que le fisc permet, alors ça, ce plafond, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans quasiment toutes les conditions d'allègement fiscal, donc que ça concerne les entreprises nouvelles ou innovantes ou autres, donc toutes celles qui rentrent dans cette catégorie-là. Donc le plafond est fixé à 200 000 euros, donc c'est-à-dire qu'en fait, le fisc, l'État, place un seuil de bénéfice par rapport donc, à ses impôts à hauteur de 200 000 euros. Donc 200 000 euros sur, bien sûr, les 5 ans dont elles peuvent en bénéficier. Donc là, encore une fois, vous avez un tout petit exemple qui vous explique comment peut être acté ce genre d'allègement, donc sur les 5 années, même sur 6 années, pour que vous puissiez bien voir la 6e année que sans allègement, quel est donc l'impact sur le paiement de l'impôt. Donc ça, voilà, c'est tout simplement un petit tableau récapitulatif pour que vous ayez en image la comparaison et donc l'utilisation de ces allègements fiscaux. Donc ensuite, vous allez avoir des entreprises qui sont, elles, implantées dans des zones bien particulières. Vous allez avoir 2 cas, tout simplement. Donc la première qui concerne plutôt en fait les zones de revitalisation rurale. Donc là, en fait, c'est pour redonner un dynamisme, si vous voulez, au niveau donc de l'emploi sur ces secteurs-là ruraux. Et vous avez donc un deuxième cas qui est donc les entreprises qui sont implantées dans des zones franches urbaines. Et celle-ci, c'est simplement aussi pour, encore une fois, redynamiser l'emploi dans ces secteurs-là. Et pour faire un petit peu un parallèle, ça va être toutes les zones qui sont un petit peu défavorisées, donc comme les zones d'urbanisation prioritaire. Donc en général,
quand elles ont donc ce crédit-là de zone d'urbanisation prioritaire, elles rentrent aussi en fait dans le cadre donc de ces zones franches urbaines où il y a des allègements fiscaux donc pour faciliter l'implantation donc de ces entreprises et redonner en fait un regain d'employabilité sur ce genre de zones. Concernant les zones de revitalisation donc rurales, ruraux, du coup vous allez avoir donc quelles sont les entreprises qui sont concernées? Vous allez avoir quasiment le même socle donc de détermination que pour les entreprises un peu innovantes. Donc vous allez avoir une des caractéristiques qui est l'actionnariat. Donc l'actionnariat, il faut qu'il soit détenu par au moins 50%, donc par des personnes physiques. Donc ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose que l'on retrouve pour les entreprises nouvelles. Et il faut que concernant l'effectif de cette entreprise, il faut qu'elle emploie tout simplement moins de 11 salariés. Quand elle dépassera ce seuil, elle ne pourra plus être considérée donc, comme une zone de revitalisation urbaine. Alors, du moins, elle ne pourra plus bénéficier de ces avantages fiscaux-là. Concernant donc les zones franches urbaines, les entreprises concernées, elles, ce sera donc, il y aura un maximum d'actionnariat qui pourrait être possédé par des entreprises de 25%, donc on ne pourra pas aller au-delà des 25%. Il faut qu'il y ait moins de 250 salariés. De même, il faut que soit le total bilan, soit le chiffre d'affaires ne dépasse pas donc les 10 millions d'euros. Donc ça reste en fait dans le cadre des PME et tout simplement on veut pas, l'État ne donne pas autant d'allègements pour les grandes entreprises parce qu'elles considèrent que elles sont déjà lancées et qu'elles n'ont pas forcément besoin ou plus que de droits de ces avantages fiscaux-là. Concernant les activités, ça va être quasiment toutes les activités sauf financières et immobilières. Celle-ci, c'est celle qui rentre dans le cadre des zones franches urbaines. Il faut qu'il y ait au moins 50% donc, de salariés qui sont donc dans cette entreprise, qui habitent donc la zone en fait. Donc voilà, c'est bien un phénomène pour redonner de l'emploi dans le secteur où l'entreprise est elle-même implantée. Alors, concernant les bénéfices fiscaux, donc pour les zones de revitalisation urbaine, d'ailleurs comme pour les zones franches urbaines, ceci, donc le bénéfice, il s'étend sur 8 ans. Dont les 5 premières années sont en totale déduction. Et ensuite, on va tout simplement en fait, procéder sur les 3 dernières années à une déduction qui est relative en fait, aux entreprises nouvelles, qui est donc de 75% de déduction pour l'année 6, 50% de déduction pour l'année 7 et 25% de réduction pour l'année 8. Donc concernant les abattements, alors les bénéfices du côté des zones franches urbaines, donc on est sur le même socle de définition que pour les zones de revitalisation ruraux, mais là où en fait ça va changer, c'est à partir de la 6e année où l'abattement sera différent. C'est que là on va pas bénéficier de 75% la 6e année mais de 60%. La 7e année non pas de 50 mais de 40%. Et la 8e et dernière année, on sera donc à 20% de déduction quand on est en général à 25% donc sur les zones de revitalisation ruraux. Donc encore une fois, comme on vous l'a dit donc précédemment, ce plafond il est fixé donc à 200 000 € de bénéfices. Donc maintenant, on va passer donc, aux jeunes entreprises innovantes. Donc celle-ci, ça va être plus en fait un lien qui est, enfin un rapport qui est lié finalement en fait aux startups, à tout ce qui est du monde de l'innovation. Donc là, pour que les entreprises puissent en bénéficier, il faut qu'elles soient créées depuis moins de 8 ans. Donc c'est cet ordre-là que l'on considère en fait une entreprise jeune et innovante pour le coup. Il faut qu'elle emploie moins de 250 salariés. Et il faut qu'elle ait moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou un total bilan inférieur à 43 millions d'euros.
Le capital, il faut qu'il soit détenu par au moins 50% par des personnes physiques. Et il faut aussi que elles entreprennent des dépenses donc, de recherche qui sont au moins supérieures à 15% donc, des charges sociales. Les charges sociales, encore une fois, ce sont les charges patronales, donc c'est ce qui vient s'ajouter donc, au salaire. Et là, donc, pour montrer que c'est une entreprise innovante, effectivement, il va falloir qu'elle ait un budget d'innovation, donc un budget de recherche, et ce budget-là doit être au moins supérieur à 15% donc, des charges sociales. Alors, en termes de bénéfices, qu'est-ce que ça leur octroie? Alors, ça leur octroie tout simplement en fait une déduction totale du bénéfice lors de la première année bénéficiaire. Alors, parce que effectivement, en fait, les jeunes entreprises innovantes, comme elles sont dans un prisme en fait de recherche, elles vont avoir les premières années énormément de dépenses pour justement en fait s'attaquer à leur marché. Et comme ce sont des entreprises innovantes, elles vont devoir créer de la valeur. Donc cette valeur-là est créée tout simplement par les recherches, et ces recherches-là, il faut qu'elles soient financées. Donc, généralement, si vous voulez, les entreprises innovantes, en début de création, elles sont très souvent, et c'est bien connu, déficitaires, et elles vivent en fait uniquement et que grâce aux actionnaires qui ont eux insufflé donc de l'argent pour ces recherches-là et pour cette innovation. L'exonération, elle est donc sur le premier exercice bénéficiaire. Donc le premier exercice bénéficiaire, il peut avoir lieu soit la première année, comme la quatrième, comme la septième. Donc ça, peu importe, dès que l'entreprise a un premier exercice bénéficiaire, elle ne paiera pas d'impôt dessus. Ensuite, le bénéfice, il s'attaque sur le deuxième exercice bénéficiaire, alors qu'il soit consécutif ou non, parce que par exemple, la quatrième année, elle est bénéficiaire, la cinquième, elle ne l'est plus, peut-être parce que elle a réinsufflé de l'argent et donc elle est repartie sur un aspect de recherche, donc d'investissement et de dépenses, forcément. Et donc, ce bénéfice d'exonération d'impôt sur le deuxième exercice bénéficiaire, il n'y aura pas lieu d'avoir une déduction totale, mais une déduction à 50% cette fois-ci. Donc encore une fois, que l'exercice soit consécutif ou non au premier exercice bénéficiaire, ça n'a pas d'importance. L'État, le fisc, octroie donc deux bénéfices sur 2 années différentes, qu'elles se suivent ou non. Concernant les jeunes entreprises étudiantes, universitaires comme on dit, alors là, en fait, elles vont avoir les mêmes bénéfices que les entreprises innovantes. Simplement, ce qu'elles n'auront pas comme condition, c'est l'aspect autour de la recherche, tout simplement parce que là, on n'est pas dans le cadre d'une entreprise innovante, mais on est dans le cadre d'une entreprise donc jeune. Donc pour le coup, elle va bénéficier des mêmes choses et elle a une condition en moins par rapport donc aux jeunes entreprises innovantes. L'autre particularité, c'est que pour être considéré en fait comme une entreprise universitaire, il faut qu'il y ait au moins donc 10% des personnes qui soient soit étudiantes, soit avoir eu un master lors des 5 dernières années. Donc dès qu'on dépasse ce délai-là, on ne pourra plus, ou du moins cette personne-là ne pourra pas être comptée comme étant donc étudiant et donner donc la qualification d'entreprise universitaire à l'entreprise.